On retrouve tout de suite Alain Boer, qui est en duplex avec nous. Alain Boer, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Vous avez publié récemment de nouveaux ouvrages, dont l'un est consacré notamment, c'est un roman, mais qui est librement inspiré de la réalité, au président Zelensky. En cette journée de l'indépendance, notre correspondant, notre envoyé spécial nous le disait à l'instant, le président Zelensky continue de montrer les muscles. Comment vous décryptez cela ? Bon, c'est une négociation. Quand on arrive assez rarement dans une négociation avec la corde au cou et l'idée qu'on va se rendre, le président Zelensky dirige la résistance ukrainienne depuis l'invasion. Il était élu avant. Je rappelle que le président Zelensky est issu des zones russophones et russophiles de l'Ukraine et que ça a été la grande surprise des Russes que de découvrir que même ces zones-là étaient capables de résister à une invasion. Vous signalez que c'est la journée de l'indépendance. Alors c'est la deuxième indépendance de l'Ukraine. La première date de 1941, l'autre de 1991. À 50 ans de distance, ce pays a par deux fois tenté de prouver qu'il pouvait être indépendant de la Russie et chaque fois a payé très cher le prix de son indépendance. La première fois par une sorte d'accord entre les soviétiques et les nazis, la deuxième fois en voulant s'exfiltrer de la fin de l'URSS et en n'arrivant pas à trouver la voie naturelle vers le libre exercice de ses choix. Donc il est normal que le président Zelensky montre qu'il est capable de se défendre et de résister, même plus que de résister, d'être en situation d'offensive, au moment où le Wall Street Journal indique que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et surtout de M. Hegseth au Pentagone, l'Ukraine n'a plus la capacité d'utiliser, comme elle le souhaiterait, des armes qui ont été fournies par les États-Unis, des armes de moyenne longue distance, qui sont désormais soumises à une sorte d'embargo américain dans l'attente des négociations difficiles vers un cessez-le-feu, puisque je n'ai pas cru une seconde qu'il y aurait un accord de paix. Ça veut dire, Alain Boer, vous l'évoquiez à l'instant, que les Américains ne souhaitent plus, contrairement à l'accord qu'avait donné le président Biden, que les Ukrainiens puissent utiliser des armes qui puissent aller cibler l'intérieur du territoire russe. C'est bien ça, ça veut dire quoi ? Alors, le président Biden avait donné les armes, mais leur usage était toujours soumis aux Américains. Il n'y a que les Européens pour penser que quand des Américains vendent ou donnent des armes, des F-35 ou des attaques MS, c'est-à-dire ces fameux missiles moyenne longue portée, on puisse le faire comme on veut, quand on veut, et ça vaut y compris pour des armes américaines aux mains d'acteurs européens, mais qui dépendent du renseignement des satellites et des moyens électromagnétiques américains. Tout le monde est extrêmement dépendant, et je signale à tous ceux qui achètent des F-35 pour l'instant qu'ils n'en auront l'usage que si, quand et comme les Américains le souhaiteront. C'est dans les contrats, ça n'est pas une surprise, mais c'est une règle. Ce qui est nouveau, c'est les restrictions d'usage plus importantes, puisque quasiment zéro envoi de ces missiles, et la compensation se fait par des moyens propres aux Ukrainiens, des capacités de défense autonomes, avec des outils de plus en plus performants, de plus en plus puissants et surtout de plus en plus nombreux. L'Ukraine fabrique massivement des drones sous-marins, navals, aériens et terrestres, et ce qui n'est pas nouveau, puisque un tiers de la puissance militaire de l'ex-Union soviétique était basée en Ukraine, et pas seulement des armes nucléaires. Il y a une infrastructure historique militaro-industrielle en Ukraine, qui est un des arguments d'ailleurs pour lesquels la Russie souhaite absolument et à tout prix récupérer non seulement le Donbass, mais neutraliser le reste de l'Ukraine. L'Ukraine a une histoire militaro-industrielle qui pèse beaucoup dans l'arrière-pensée de ce que veut Moscou pour l'instant. Alain Boer, comment vous décrivez la situation de l'Ukraine aujourd'hui sur le plan militaire, sur le terrain ? On parle beaucoup des avancées russes, effectivement, dans le Donbass. Comment vous estimez la situation sur le terrain de l'armée ukrainienne et des pouvoirs ukrainiens ? C'est une guerre d'attrition qui aujourd'hui passe plus par les drones que par les humains, mais qui fait beaucoup de victimes civiles et encore des victimes militaires, même si ça se fait non pas au corps à corps, mais de plus en plus loin sur le front. Et donc la relation, elle est démographique. Il y a 4 Russes pour un Ukrainien. Donc quand les Ukrainiens
élimine 4 Russes, il y a une sorte d'équilibre, ce qui est actuellement le cas. Il fut une période où la contre-offensive ukrainienne avait amené à éliminer 8 Russes pour un Ukrainien, et donc il y avait eu une reprise d'un certain nombre de territoires. Là, l'équilibre se fait par l'attrition, par la modernisation grâce aux drones iraniens des capacités russes, un certain nombre de moyens d'aide logistique chinoise, l'arrivée des soldats nord-coréens sont des éléments qui ont bousculé la capacité des Ukrainiens à reprendre du territoire. Et là, ils en perdent de manière grignotage. Mais ce grignotage fait beaucoup de victimes. C'est pour ça que l'épuisement général, y compris l'épuisement général de l'économie russe, et ce qui explique les attaques ukrainiennes sur ce qui remplit les caisses encore, même si c'est de moins en moins en Russie, c'est-à-dire les hydrocarbures, sont des éléments qui permettent de maintenir un niveau très élevé de pertes dans cette guerre, alors que le niveau de progression est très réduit. Le président Zelensky, au cours de cette journée de l'indépendance, a réclamé à nouveau une rencontre avec le président russe Poutine. Il estime que ça constitue, je cite, le moyen le plus efficace pour avancer. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'à vos yeux, cette rencontre aura lieu un jour ? Je ne sais pas, même le président Trump a l'air de commencer à penser que ça n'allait pas avoir lieu et que le président Poutine le baladait plus que nécessaire. Donc il s'est redonné 15 jours pour se faire une idée de la situation. Je cite ce qu'il a dit l'autre jour, je crois, à la Maison-Blanche. Donc on ne sait pas. De toute façon, à un moment ou à un autre, cette guerre devra s'arrêter par un cessez-le-feu et pas par une paix. J'ai toujours considéré que la guerre d'Ukraine était un modèle réduit et moderne de la guerre de Corée, où il n'y a jamais eu de cessez-le-feu. La guerre de Corée, c'était il y a 60 ans. Et donc, la question centrale aujourd'hui, c'est quels sont les mécanismes d'un cessez-le-feu qui n'aboutirait pas à une paix et quels sont les échanges qui devraient avoir lieu pour que Vladimir Poutine puisse dire « j'ai gagné », puisque c'est le cœur de sa problématique, et quelles sont les limites pour les Occidentaux en général et les Américains encore un peu, pour dire voilà, le sujet va être de considérer que ce cessez-le-feu peut être accepté. Je pense qu'il faudra que les Ukrainiens votent par référendum s'il y a des, entre guillemets, cessions de territoire. Alors, la cession de territoire, ce n'est pas un problème de cessez-le-feu, mais c'est un problème de paix. Et puis, le troisième problème, c'est ce qu'on ne regarde pas pour l'instant, ce qui est en train de se passer ailleurs, le 3 septembre, le grand défilé majeur qui aura lieu à Pékin en présence de Vladimir Poutine, de Narendra Modi, le Premier ministre indien, des Iraniens et bref d'environ les représentants de 4 milliards d'habitants, où pour la première fois dans l'histoire, une coalition potentielle de la plus grande démographie du monde, suivie de la plus grande économie du monde, suivie d'une force militaire qui va être probablement extraordinairement impressionnante, vont modifier l'ensemble de l'équilibre mondial. Les Occidentaux ne sont plus les maîtres du jeu. Alain Bauer, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, cible les Européens. Il considère que ce sont eux, tout simplement, qui empêchent la paix. On l'écoute, je vous fais réagir juste après. Ils ne font que chercher un prétexte pour empêcher les négociations et veulent que cela ne soit pas perçu comme de leur faute ou de celle de Zelensky. Zelensky qui est également obstiné, posant des conditions et exigeant une rencontre immédiate avec Poutine, et ce à tout prix. C'est une tentative de violation du processus initié par les présidents Poutine et Trump qui a apporté de très bons résultats. Nous espérons que ces tentatives vont échouer. Les Européens empêchent-ils justement de faire la paix, comme le dit Sergueï Lavrov, Alain Bauer ? Sergueï Lavrov, c'est la représentation moderne du plus grand ministre des Affaires étrangères que la Russie soviétique ait connu, qui est le ministre Molotov, qui a eu un représentant ensuite qui s'appelait Gromyko. Ce sont toujours les mêmes, ils sont interchangeables. On pourrait même dire que probablement ils les ont clonés les uns les autres. Et donc l'idée générale, c'est que c'est toujours la faute des autres. Mais le puissant écrit sa propre histoire, il sait ce qu'il veut. Et donc, le fait de faire peser sur les Européens, les Américains, Zelensky, les nazis, ou je ne sais pas qui, la responsabilité d'une initiative militaire qui a d'abord été celle de Moscou, qui est celui qui a envahi l'Ukraine. Personne d'autre ne l'a fait. L'Ukraine ne visait à envahir personne, pas plus que les Européens d'ailleurs, est un sujet habituel de cours qu'on peut donner dans les écoles diplomatiques internationales. L'art de la puissance, de la force et un peu du mensonge, ou en tout cas d'un très jolie capacité d'enveloppe. Non, c'est le président
Trump et le président Poutine qui ont entre les mains la décision ou la capacité à accélérer les choses vers le cessez-le-feu. Tout le monde sait quelles sont les règles du jeu. Elles ont été définies à Istanbul il y a plusieurs années déjà. Et donc la question se pose aujourd'hui de savoir quelles sont les conséquences d'un cessez-le-feu pour l'Ukraine. La perte du Donbass, de tout le Donbass ou de pas tout le Donbass, le petit village gaulois qui résiste en haut de Donetsk, qui est un élément majeur de la négociation, la neutralité ou pas de l'Ukraine, sa capacité à rejoindre des alliances internationales ou pas, et puis des garanties de sécurité dont Moscou est évidemment partie. Moscou qui a rejeté sa signature, répudié sa signature de 1994, au moment où l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires, mais où les États-Unis et la Grande-Bretagne ont été d'une lâcheté formidable en n'intervenant pas à ce moment-là, et qui aujourd'hui explique qu'elle est prête à donner des garanties de sécurité, mais à condition qu'elle soit sous une forme unanime, ce qui évidemment ne peut pas être accepté par les absolument à rien, Alain Boer. Le sommet d'Anchorage n'a servi absolument à rien. Non, il a débloqué 2-3 choses, c'est-à-dire les échanges de territoire, l'idée qu'il pourrait y avoir un dialogue. Donc on ne peut pas dire ça. La diplomatie, c'est toujours millimétrique. C'est pas comme l'information en continu où quelque chose se passe tout le temps. Là, il se passe quelque chose tout le temps. Il y a eu des échanges de prisonniers encore hier. Il y a des négociations dans l'ombre. Ce que je raconte dans mes livres, dont vous avez indiqué tout à l'heure, c'est que derrière la partie visible, il y a une partie cachée, une partie discrète qui se joue au quotidien avec beaucoup d'intermédiaires. Et donc, il y a une volonté que le cessez-le-feu ait lieu parce que le cessez-le-feu est une condition de la fin de l'épuisement généralisé de tous les protagonistes de cette affaire. Épuisement politique de Donald Trump, épuisement humain des Ukrainiens, épuisement économique des Russes, et puis épuisement financier aussi des Européens qui financent massivement cette guerre. Donc à un moment ou à un autre, elle s'arrêtera. La question, c'est à quel prix. Est-ce que vous considérez quand même que Donald Trump s'est fait duper par Vladimir Poutine ? Il savait où il allait, il a cru qu'il y avait un lien personnel suffisant pour accélérer les choses. Donald Trump aime bien que les accords aient lieu rapidement. L'art du deal, pour lui, c'est un art du deal rapide. Donc il est un peu en train de s'impatienter, de s'énerver ou de se dire qu'en fait, ce problème n'est pas le sien parce qu'il veut revenir sur le pivot indo-pacifique et s'occuper vraiment du seul sujet qui est essentiel pour lui désormais, c'est la Chine. Le vice-président américain pas Donald Trump, J.D. Vance, a expliqué que la Russie avait fait des concessions, on ne voit pas bien lesquelles. De quoi parle-t-il ? On ne sait pas, justement, c'est un des sujets dits du secret de la négociation. Donald Trump a été très discret. Vous le connaissez, ce secret, vous les connaissez, ces coulisses. De quoi peut-on parler ? Ah non. Alors, d'abord, même si je les connaissais, je les partagerais peut-être pas avec vous. Mais là, non, c'est pas le cas. Non, ils ont chacun dit qu'ils s'étaient tombés d'accord sur toute une série de sujets dont ils ne parleraient pas. Et le président Trump a failli répondre à Sean Hannity sur Fox News juste après le sommet, dans la salle même du sommet, et lui a dit, en fin de compte, non, je ne vais pas vous le dire tout de suite, parce qu'il faut quand même que j'en discute avec le président Zelensky et les Européens. Tout le monde connaît les principes qui ont été retenus, mais une partie d'entre eux sont inacceptables pour les Ukrainiens, c'est-à-dire la zone nord de Donetsk, c'est-à-dire là où la ligne de défense ukrainienne est la plus puissante, la plus forte, et que les Russes n'arrivent justement pas à percer, et qui est insupportable pour les Russes. Le reste est à peu près connu. La neutralisation de la centrale et la réouverture de la centrale nucléaire de Zaporijia, la privatisation de la mer d'Azov, la protection d'Odessa, la réouverture de la mer Noire. Bref, toute une série des autres sujets sont à peu près connus. La remise de, je crois, 6000 kilomètres de territoire ukrainien occupé par la Russie, mais dans des endroits qui ne l'intéressent plus, c'est-à-dire au nord du Donbass, et puis la perte définitive de la Crimée. Mais là, il n'y a plus de surprise, on le sait depuis une dizaine d'années désormais. Quelque chose qui est extrêmement marquant aussi, c'est que le président Zelensky a répété aujourd'hui que dans les garanties de sécurité, c'était notamment la question des troupes européennes au sol pour garantir un éventuel accord de paix. Ça, Vladimir Poutine ne veut pas en entendre parler. C'est réaliste encore de demander ça ou c'est inimaginable ? Une garantie de sécurité, il faut bien qu'il y ait une force d'interposition, une force de maintien de la paix. Alors, qu'elle soit américaine, européenne, fidjienne, ou je ne sais pas qui, de toute façon, il faudra bien qu'il y ait une garantie de sécurité qui passe par une force d'interposition ou une force de maintien de la paix.
qui que ce soit qui y soit est un sujet. Et on n'a qu'à mettre l'armée suisse, ça satisfera peut-être Donald Trump ou l'armée autrichienne, puisque ni l'un ni eux, les deux sont des pays dits neutres et ils ont quand même une armée. Mais en la matière, cette question fait partie des pseudo-rejets absolus qui se terminent toujours par un accord. Je rappelle qu'à Yalta ou à Potsdam ou dans les grandes conférences internationales, personne n'a jamais été content de l'accord et pourtant l'accord a tenu le temps qu'on passe de la guerre chaude à la guerre froide. Là, nous sommes dans une guerre tiède. Le principal correspondant de Vladimir Poutine, ancien Premier ministre russe, M. Kirienko, en rentrant à Moscou, a dit quelque chose de très important. Il a dit, voilà, nous sommes entrés dans la guerre éternelle, la guerre informationnelle, la guerre de communication, et nous sommes en guerre contre l'Occident toujours, mais la guerre chaude va se finir. Il faut Alain Boer, quand on a vu Donald Trump sur ces images qu'on découvre à la Maison-Blanche vendredi, montrer fièrement cette photo de lui avec le président Poutine sur le tarmac à Anchorage, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bon, c'est Donald Trump, il faut vivre avec Donald Trump. Faut pas le prendre pour un imbécile ou un idiot. Il est dans son univers de communication particulier où il y a une conf de presse toutes les 15 minutes, officielle, officieuse à la Maison-Blanche ou ailleurs. Et là, il dit, bon, je suis un peu déçu, je me donne 15 jours. Vous voyez, j'ai cru qu'on allait se mettre d'accord avec mon ami Vladimir. Et puis, en fait, c'est un peu plus compliqué. Mais je vais faire quelque chose. Et donc... voilà, et puis il faut lire ce qu'il y a toujours sur sa casquette. Voilà, il manque encore la casquette « Je vais être prix Nobel de la paix » puisque c'est une obsession. Et cette obsession est un élément qui peut nous aider en fait. La leçon quand même de la semaine, c'est que l'Europe reste un nain militaire et diplomatique. Ça négocie. Il y a d'un côté Vladimir Poutine, il y a de l'autre côté Donald Trump, Volodymyr Zelensky au milieu. Où sont les Européens ? Comme d'habitude, nulle part, derrière, à côté... c'est tout. Mais ils se sont, ils ont décidé. Le président Charles de Gaulle, le général de Gaulle, président de la République, a essayé avec le plan Fouché d'expliquer aux Européens, il y a 65 ans, comment on pouvait être une Europe puissance militaire et une Europe puissance indépendante tout en ayant des alliés. Personne n'en a voulu. Les Européens payent le prix de ce choix, de l'aveuglement, de l'inconsistance, de l'incompétence. Bref, à un moment, on paye. Et donc, nous payons très cher pour faire la guerre sans avoir les moyens de la faire. Donc, la guerre des autres. Et donc, c'est un peu le sujet. Alors, il nous reste une demi-puissance nucléaire qui sont les Anglais, mais qui ne peuvent pas faire grand-chose sans l'accord des Américains, sauf si leurs sujets vitaux étaient mis en cause. Et puis, une vraie puissance nucléaire, mais affaiblie par la perte de financement et d'organisation de son armée. On appelle ça l'armée bonsaï, expéditionnaire et échantillonnaire, un peu de tout, beaucoup de rien, et que nous sommes en train d'essayer de reconstruire, mais ça ne se fait pas en 3 minutes. Donc voilà, les Européens payent le prix de n'avoir jamais voulu être Européens. Alain Boer, justement, cette relation franco-américaine qui est parfois agitée ces derniers temps. Il y a une information qui vient de nous tomber, nous arriver il y a quelques minutes. Le nouvel ambassadeur américain en France, Charles Kushner, qui dénonce, je cite, l'absence d'action suffisante du président Macron contre l'antisémitisme, rejoignant ainsi les propos et les attaques du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ça vous étonne ? Non, il est dans son rôle d'ambassadeur des États-Unis. C'est le beau-père... c'est le père de M. Kushner qui est lui-même le mari d'une des enfants Trump. Et donc, non, il n'y a aucune surprise. Les Américains ont une politique qui a toujours été extrêmement vive. Ce n'est pas le premier ambassadeur à être aussi déterminé. Je rappelle que la plupart des ambassadeurs américains à Paris n'étaient pas du corps diplomatique, mais des contributeurs politiques, financiers, amicaux ou familiaux. Donc, voilà, c'est une ligne de conduite et il faut bien le reconnaître, la situation Israël-Palestine et la position et la posture américaine très soutenant la politique de M. Netanyahou amène mécaniquement à ce qu'il y ait une ligne de conduite et une position très dure qui soit prise par les ambassadeurs américains, un peu partout d'ailleurs, où il y a une sorte d'hésitation sur ces questions. Vous avez vu d'ailleurs que le gouvernement hollandais, je crois, venait d'exploser en plein vol suite à des modifications de posture du ministre des Affaires étrangères qui pensait que le moment était peut-être venu de dire à Benjamin Netanyahou qu'il faudrait quand même trouver une solution et que l'extermination ou l'expulsion de tous les Palestiniens de Gaza n'était pas une solution à la fin d'un conflit.